Figaro Live, 19h30, bonsoir, bienvenue en ce dimanche avec un deuxième tour qui s'annonce pour la présidence des LR entre Bruno Retailleau et Éric Ciotti. William T, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Président du think tank Le Millénaire, hein, c'est bien ça. On va essayer de décrypter tout ça ensemble. Ça y est, c'est tombé. Alors peut-être que cette campagne passe un peu inaperçue. C'est peut-être un mauvais choix d'ailleurs, on peut en parler, d'annoncer ce deuxième tour. Et ce sera peut-être pareil la semaine prochaine. Alors non, ce sera samedi le match des Bleus. Mais on pouvait faire mieux quand même en termes de communication pour essayer de montrer qu'il y a une présidence un vote chez les LR. On ne pouvait pas faire ça hier par exemple. Au départ, initialement, ils avaient prévu de mettre le scrutin en novembre et puis après, ils l'ont reporté pour ne pas rentrer en contradiction avec l'agenda gouvernemental et pour donner plus d'audimat avec l'élection LR. Bon, finalement, c'est un pari perdu. Puis on voit à l'annonce des résultats, finalement, que est-ce que ça permettra de donner de l'élan au prochain président LR, donc entre soit Bruno Retailleau, soit Éric Ciotti, un élan nécessaire pour redonner du souffle à la droite, qui a vécu quand même une élection présidentielle compliquée et une élection législative compliquée. Ça, c'est plus difficile déjà. Je vous donne les scores. Éric Ciotti arrive en tête, 42,73% des voix, contre 34,45% pour Bruno Retailleau. Aurélien Pradié, qui était la nouvelle voix finalement dans cette campagne, arrive troisième donc avec 22,29% des voix, c'est pas mal, hein, des voix qui vont compter. Et alors ce qui est intéressant, c'est que la participation atteint 72,67%. Je note qu'en 2019, la participation lorsque Christian Jacob a été élu n'était que de 47%. Ça veut dire que les militants des LR se sont mobilisés là. Les militants LR se sont mobilisés, c'est un niveau de participation qui est très élevé. Vous avez parlé de l'élection de Christian Jacob en 2019 qui était 47%. Habituellement, le taux de participation, même entre François Fillon et Jean-François Copé, dont la fameuse élection, c'était environ 60% de participation. Donc quand vous dépassez 60% de participation, c'est que les militants ont participé activement. Très activement. Le point qui est clé par rapport aux premiers résultats qu'on voit, c'est que nous, on avait fait à peu près des pronostics et on avait à peu près sondé différentes personnes. La répartition des forces qu'on avait avant le débat télévisé était de 40% pour Retailleau, 40% pour Ciotti et 10% pour Pradié et 10% d'abstention. Ce qu'on voit notamment, c'est que Retailleau a baissé par rapport au débat télévisé, que Pradié a remonté. Mais comment vous avez fait pour faire des sondages ? On a nos propres échantillons. On rentre dans le secret des dieux, on ne peut rien savoir, j'ai bien compris. D'accord, donc Retailleau a baissé ? Retailleau a un peu baissé et c'est surtout la grande surprise, c'est que Pradié a fait beaucoup plus que ce qui était annoncé. Donc ce qu'on voit, c'est que Ciotti conforte sa marge et il fait à peu près le score qu'il avait fait au second tour face à Valérie Pécresse. Il avait fait 39% il y a un an contre Valérie Pécresse pour la désignation du candidat LR. Il fait 42%, donc il a à peu près la présidence, il a à peu près le même socle. Retailleau fait un peu moins et la question qui est posée maintenant pour le second tour, c'est premièrement, est-ce que des votants qui n'ont pas voté au premier tour peuvent décider de voter au second. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que fera Aurélien Pradié, ce qui donnera une consigne de vote. On va en parler, évidemment. On va aussi entendre dans un instant Éric Ciotti, Bruno Retailleau. Dès qu'on les a, on vous les fait écouter, évidemment, parce que ça vient de tomber. C'est pas vraiment une surprise, ce deuxième tour-là, Retailleau-Ciotti. On s'y attendait un peu, c'était le folklore Pradié, histoire de dire, mais bon, finalement... Ciotti et Retailleau, ce sont quand même des cadres des Républicains et eux, ils ont assuré le coup là. C'est la grande différence de LR par rapport à l'époque quand ça s'appelait l'UMP, le RPR, etc. D'habitude, vous aviez toujours à peu près un match idéologique. C'est-à-dire que dans le match Copé-Fillon, on avait la droite plutôt droite centre-droit et Copé avait droite décomplexée. Et à chaque fois, vous avez toujours ce type de match. Là, il y a une homogénéité quasiment parfaite dans les lignes entre Bruno Retailleau et Éric Ciotti. Ça veut dire que ceux qui sont exprimés... C'est difficile de les séparer, de les différencier. En fait, ils ont tranché sur la forme et sur la méthode pour LR pour se redresser. Bruno Retailleau disait il faut commencer par le fond. Et Éric Ciotti disait non, notre principal point de LR, c'est qu'on n'a pas de chef, donc il faut désigner Laurent Wauquiez rapidement. Et visiblement, les adhérents qui ont voté au premier tour ont choisi la méthode qui était plutôt Ciotti. Donc on y va fort, on y va avec les décibels, on joue plutôt sur la forme et on désigne Laurent Wauquiez le plus rapidement possible pour qu'il aille batailler contre Édouard Philippe, Macron, etc. C'est intéressant parce que Annie Genevard, qui est en ce moment la présidente par intérim des Républicains, qui a annoncé tout à l'heure les résultats, a dit « Au second tour, il s'agira plus de différences de personnalité que d'enjeux de ligne ». Bon, oui, je comprends. Ciotti dit la droite républicaine, celle du général de Gaulle, a besoin d'un chef. Et donc, on désigne un chef, j'entends, mais on a besoin d'un débat démocratique. Surtout que les LR, ils ont besoin de ce débat en interne pour choisir
une ligne. Et quelle ligne? Proche de Macron, proche de Le Pen? Et non, on va choisir plutôt une personnalité. C'est quand même en fait, peut-être pas la bonne solution, si. Enfin, dites-moi, William. La clé, quand vous avez un parti qui pèse 30%, vous avez forcément un débat de ligne parce que vous n'avez pas la même sensibilité de façon homogène. Mais une fois que vous faites 5% à l'élection présidentielle... Si vous avez encore plusieurs lignes dans ces 5%, oui, je comprends que ça se réduise encore donc, en fait, peu de chagrin. Plus la portion de LR se réduit, moins vous avez de chances d'avoir des lignes qui sont différentes. Donc ça veut dire que 80% des militants pensent à peu près la même chose et Aurélien Pradié est un peu... en marge un peu de cette pensée plutôt globale. C'est-à-dire que c'est la ligne plutôt Wauquiez qui est dominante. Donc ça veut dire qu'une droite qui est pour la baisse des dépenses publiques et pour la libéralisation de l'économie, qui est très ferme sur les sujets régaliens et qui est conservatrice aussi sur les sujets de société et qui est plus proche en termes d'axe par rapport à la ligne et au cœur électoral d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, plus que davantage d'Emmanuel Macron. Et donc, qu'importe le président des Républicains, que ce soit Bruno Retailleau ou Éric Ciotti, on voit une tendance, et ça veut dire que le prochain dirigeant de LR va essayer de draguer ces électeurs-là plutôt que de séduire les électeurs d'Emmanuel Macron. Alors, je ne connais pas la position de Bruno Retailleau sur cette question, la question Zemmour, mais on sait qu'Éric Ciotti avait dit, dans un deuxième tour Zemmour-Macron, je vote Zemmour. On s'en souvient. Tiens, on peut parler d'Aurélien Pradié quand même. Mission réussie pour lui, il s'est fait connaître. Et alors, il avait une ligne un peu différente. Je pense par exemple sur la question des retraites. Lui, il disait non, je ne veux pas allonger l'âge de départ à la retraite, qui paraît être une mesure que les électeurs de droite semblent vouloir pour la France, non? Aurélien Pradié, il était à la fois original sur la forme et original sur le fond par rapport aux autres candidats de LR. Ah ouais, sur la forme, vous le trouvez original? Sur la forme, en tout cas, il était plus punchy, il était moins orthodoxe et conventionnel que les deux autres, qui étaient beaucoup plus classiques, qui avaient à peu près un type de formation à peu près similaire. Aurélien Pradié est nouveau, il n'est pas de la même génération, et donc du coup il a des méthodes de communication qui sont différentes des autres. Oui, il est de la génération Macron, il est même plus jeune que lui, mais il est plus jeune, de nouvelle génération. Il était un peu comme Emmanuel Macron sur la question de la rupture par rapport aux anciens dirigeants. Sur la forme, il s'était créé beaucoup d'ennemis au sein des chapeaux à plumes de LR en les attaquant directement, en les prenant directement à partie. Et puis sur le fond, il ne partage pas le même type de conviction et ça repose sur le fait qu'il n'est pas originaire d'un coin spécifiquement de droite. C'est-à-dire que Bruno Retailleau vient de Vendée, qui est l'ancienne terre électorale de Philippe de Villiers, et Éric Ciotti est d'une terre historique de droite qui est les Alpes-Maritimes. Lui, Aurélien Pradié, il vient du Lot, et donc forcément son parcours et ses convictions ont grandi de façon différente de celle d'Éric Ciotti et celle de Bruno Retailleau. C'est-à-dire que sur les sujets économiques, quand vous êtes une terre électorale de gauche, vous parlez davantage plus en termes keynésiens plutôt que sur la méthode néolibérale classique. Et même sur les sujets de régalien, sécurité, immigration, c'est des sujets auxquels ils sont moins sensibles que des terres électorales comme la Vendée, les Pays de la Loire et donc du coup les Alpes-Maritimes. J'ai une petite oreillette ici pour qu'on me dise, dès que nous avons les réactions de Bruno Retailleau et Éric Ciotti, c'était il y a quelques instants. Vous inquiétez pas, dès qu'on a ça, on vous les fait écouter, vous réagissez sur lefigaro.fr. Aurélien Pradié donc, 22%, ces voix vont faire la différence, les voix de ses électeurs en tout cas. Pour qui va-t-il militer maintenant et est-ce qu'il va le faire ou va-t-il rester tranquillement hors de ce petit jeu, grand jeu entre Bruno Retailleau et Éric Ciotti? Je pense qu'il y a deux choses. Le choix que va faire Aurélien Pradié et son état-major et le choix que vont faire les personnes qui ont voté pour lui. Et je pense que les deux n'ont pas forcément le même intérêt. Alors expliquez-moi. Alors quand vous reprenez le débat qu'il y avait eu entre les trois, Éric Ciotti, Retailleau et Aurélien Pradié sur LCI, on avait vu qu'il y avait un front anti-Bruno Retailleau, notamment à la fin, entre Aurélien Pradié et Éric Ciotti. Ça s'explique par des jeux. Notamment parce qu'il est sénateur, on s'en souvient. Les sénateurs, il avait attaqué dessus. Ça repose sur le fait parce qu'en fait, leur formation et leur soutien respectif sont plutôt convergés. C'est les anciens soutiens de Christian Jacob qui regroupaient à la fois les Chiraciens et les Sarkozystes. Oui, c'est pas toujours très simple. Il faut voir les différentes branches du parti pour retrouver. D'accord. Et donc, comme Aurélien Pradié est soutenu directement ou indirectement par des gens comme Christian Jacob, comme François Baron, etc. C'est des gens qui penchent davantage vers Éric Ciotti que pour Bruno Retailleau. Par contre, Aurélien Pradié incarne désormais un mouvement. Ça veut dire que les personnes qui ont voté pour lui l'ont fait principalement pour faire un choix en opposition par rapport à Éric Ciotti, notamment en termes de ligne qui est le plus éloigné d'eux. Donc c'est-à-dire qu'Aurélien Pradié a le choix, soit il fait un peu comme, je mettrais un parallèle comme à la primaire de 2011, comme Montebourg qui avait choisi plutôt François Hollande que Martine Aubry. Et pourtant ses électeurs étaient plus proches de Martine. Pourquoi avait-il fait ça et pourquoi pour des choix de carrière. Et souvent ce qui se passe, c'est que comme Aurélien Pradié va voir que Éric Ciotti apparaît comme favori, et il peut dire, comme lui et son état-major, on choisit Éric Ciotti pour nous assurer des places dans le nouvel organigramme, etc. Par contre, la différence
différence, c'est que quand on interroge un peu les personnes qui travaillent avec lui, les militants de base, etc., on voit qu'ils notamment ils sont plus proches sur la ligne de Bruno Retailleau, notamment sur la question de la rupture vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac, etc. Oui, c'est vrai. Donc, eux veulent un changement. Est-ce que c'est pour autant, la question qui est clé auprès de l'électorat d'Aurélien Pradier, c'est est-ce que ça regroupe 50% de ses électeurs, 60% de ses électeurs, 75% de ses électeurs? Ce qu'il faut à Bruno Retailleau, c'est qu'il lui faut 66 à 75% des électeurs de Pradier pour l'emporter par Éric Ciotti. Et c'est là toute l'interrogation qu'on a. Il faut 75% des électeurs d'Aurélien Pradier à Bruno Retailleau pour battre Éric Ciotti. C'est un chiffre intéressant. Oui, vous avez raison de parler de cette ligne Sarkozy, parce que tous refusent la main tendue par l'ancien chef de l'État à Emmanuel Macron. Il a encore répété aujourd'hui au dîner du CRIF, au déjeuner du CRIF d'ailleurs, que les macronistes et les républicains devraient se rapprocher. Tous disent non, certainement pas. Ouais. En revanche, Bruno Retailleau, lui, tombe très clairement sur Nicolas Sarkozy, alors qu'Éric Ciotti continuait de ménager la chèvre et le chou. Éric Ciotti, après ce premier tour, on l'écoute, il est donc qualifié, il est en tête de ce premier tour pour la présidence des Républicains. Je veux être au second tour le candidat de l'unité, du rassemblement, sur une ligne de clarté que j'ai toujours défendue et exprimée, bien sûr dans cette campagne, mais tout au long de mon engagement politique, public, une ligne d'indépendance de notre famille politique. Nous sommes les héritiers du général de Gaulle et cette position nous donne des devoirs et des responsabilités singulières, celle de la hauteur, celle de la grandeur, celle de l'indépendance. Voilà, notre place, c'est d'être au premier rang et notre place, c'est de porter cet espoir de l'alternance pour la France en 2027. Je m'y attellerai demain, si les militants m'accordent leur confiance, de toutes mes forces, à chaque instant, dans cette volonté de redonner la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter à la droite républicaine. Les images montées par Mathis Fleuret. Il est en position de force, Éric Ciotti, là, très clairement. Est-ce que, à l'heure où on se parle, et je vous rappelle le score, alors attendez, je l'ai, 42,73% des voix contre 34,45% pour Bruno Retailleau, est-ce que c'est lui qui doit, si rien ne bouge, l'emporter dimanche prochain? Nous, dans nos calculs qu'on avait faits, il fallait deux conditions à Éric Ciotti, qui termine en tête au premier tour et qu'il ait plus de 5 points d'avance sur Bruno Retailleau. Donc, pour l'instant, les conditions sont remplies. La difficulté, c'est que nous, on pensait qu'il serait davantage proche de 45 plutôt que proche de 40. Et donc, il y a encore une marge. La question, c'est où est-ce qu'il va trouver les 8% qui sont manquants, premièrement. Le deuxième point, c'est est-ce qu'il y aura un nouveau front anti-Ciotti, comme lors du dernier congrès, qui devait désigner le candidat à l'élection présidentielle, où tous les autres postulants et tous les autres cadres s'étaient exprimés contre Éric Ciotti. Oui, mais c'était plus clair. La différence entre Valérie Pécresse et soutenue avec dans sa lignée Barnier et Bertrand était plus claire. Et même Juvin d'ailleurs, plus clair que là, la différence entre Retailleau et Ciotti. Ouais. Donc là, pour l'instant, Éric Ciotti est le grand favori. Il y a une troisième incertitude que je mettrai en avant, c'est comment va se dérouler la campagne de second tour. Parce que si la dernière fois, la campagne de second tour avait lieu un jour après le vote du premier tour, cette fois-ci, là, vous avez une semaine de campagne. Donc, comme vous avez une semaine de campagne, Bruno Retailleau peut mettre en avant d'autres thèmes, attaquer Ciotti sur d'autres points qui peuvent bousculer l'équipe des forces. Vous croyez vraiment qu'une campagne, pardon, je vous coupe, si peu médiatisée, peut prendre de l'ampleur et Bruno Retailleau peut inverser la tendance. En fait, comment il peut se faire entendre, Bruno Retailleau? Plus le corps électoral est faible, plus les lignes de force sont très importantes. Je vais illustrer par un point. François Fillon, lors de la primaire de 2016, avait gagné 20 points en une semaine. D'accord. Il était passé de 20% d'intention de vote. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, il avait réussi à un débat télévisé. Là, il n'y a pas de débat télévisé. Mais François Fillon avait réussi à gagner 20 points et sur un corps électoral de 4 millions de votants. Là, vous avez 91 000 personnes qui sont appelées à s'exprimer. Donc, vous pouvez avoir des lignes de force qui peuvent changer. La question qui est clé maintenant pour Bruno Retailleau, c'est s'il veut attaquer Éric Ciotti, c'est-à-dire qu'il attaque et il divise le parti. Et est-ce que son corps électoral, alors qu'il a été porté comme le candidat du Rassemblement, acceptera notamment ce type d'attaque contre Éric Ciotti, etc. Et là, c'est rien n'est le moins sûr. Éric Ciotti est député des Alpes-Maritimes, de la première circonscription. C'est une circonscription de Nice. Il a quasiment l'intégralité de la fédération des Alpes-Maritimes dans la poche, qui est la plus grande fédération LR de France. Est-ce que ça, c'est un avantage immense que Bruno Retailleau ne pourra combler? Il y a un point qui est différent, notamment lorsque vous regardez
Je crois que c'est Guillaume Tabar chez vous qui avait fait une géographie des cartes électorales. En fait, vous pouvez la retrouver sur le Figaro.fr. Il y a une grande différence par rapport à l'échantillon de 2021 qui avait porté Valérie Pécresse. C'est le poids de chacune des fédérations et le poids de chacune des régions. C'est-à-dire que la première fédération à l'époque était Paris. Et la première région était la région francilienne. Ce qui montrait que c'était une région qui est beaucoup plus centre-droit que droite, celle d'Éric Ciotti. Ouais, alors que là, le poids électoral est plutôt porté sur Auvergne-Rhône-Alpes, donc la région de Laurent Wauquiez, puis la région PACA et en particulier la Fédération des Alpes-Maritimes d'Éric Ciotti. Donc ça veut dire qu'entre 2021 et 2022, vous avez un corps électoral qui s'est davantage droitisé si vous regardez la géographie électorale et si vous regardez en plus le vote. Comme vous l'avez dit, ça veut dire, c'est la première donnée, c'est-à-dire que 80% des adhérents choisissent une ligne qui est plutôt à droite, qui est à la droite de la droite. Et donc, du coup, qui ont porté au second tour Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Il y a un deuxième point qui est très intéressant pour la suite, c'est que le premier qui gagne, si Éric Ciotti et Bruno Retailleau l'emportent, c'est-à-dire qu'ils auront une large partie des adhérents avec eux. Et donc, cette fois-ci, il n'y aura pas de contestation de ligne, il n'y aura pas de cheminement, il n'y aura pas de cas de bureau politique où vous avez deux lignes qui s'affrontent, etc. Ils seront d'accord sur l'essentiel et il y aura juste, est-ce que les deux seront capables de se mettre d'accord en termes de gouvernance, en termes de répartition, inclure l'équipe de l'autre, etc. Finalement, ce n'est désormais qu'une question de personnalité. Exactement. Bruno Retailleau, donc le deuxième homme, il est arrivé en seconde position, mais il espère bien l'emporter dimanche prochain. Il s'est exprimé il y a quelques instants, on l'écoute. Alors, les résultats de ce soir, mes chers amis, mes chers compagnons, sont une bonne nouvelle. Ils sont une bonne nouvelle puisqu'il y aura un second tour. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, même quelques jours, on nous disait doctement que tout était déjà joué, qu'il n'y aurait qu'un seul tour tellement c'était évident. Eh bien non, il y aura un second tour, seulement un peu plus de 5000 voix me séparent du score d'Éric Ciotti. Et donc, au contraire, tout est jouable. Et je vous... Quand je vois les résultats de ce soir, de ce premier tour de scrutin, j'y vois quelque chose de très très clair. C'est la volonté de tous nos militants d'assumer une vraie rupture, d'assumer un vrai renouvellement, puisque c'est sur ces thèmes-là que j'ai fait ma campagne, qu'Aurélien a aussi fait sa campagne. Et moi, demain, je veux être ce candidat du renouvellement, ce candidat de la rupture, ce candidat aussi du rassemblement. Voilà, Bruno Retailleau qui a l'air soulagé d'être au deuxième tour, qu'il y ait un deuxième tour. Étonnant cette déclaration. Il y avait beaucoup de personnes auprès des cadres LR qui pensaient qu'Éric Ciotti allait emporter dès le premier. Ah oui. Donc après, c'était parce qu'entre-temps, le corps électoral a été modifié. Il y avait à l'époque 50 000 adhérents lorsque le congrès a été lancé. Maintenant, il y en a 91 000. Voilà, il y aurait eu 66 000 votants. Voilà, 66 000 votants. Donc le corps électoral est différent. Est-ce que Bruno Retailleau a déjà d'ores et d'avant perdu le second tour? Non, pas encore. C'est-à-dire qu'Éric Ciotti est favori, mais Bruno Retailleau peut encore l'emporter. Mais ça suppose des conditions et un cumul de conditions assez incroyable. Il faut qu'il conserve sa base électorale et qu'il peut, alors que une partie de sa base électorale peut se dire, comme Éric Ciotti est en tête, eh ben on va voter directement pour Éric Ciotti pour lui donner les coups des franches pour pouvoir gouverner, pouvoir redresser les Républicains. Le deuxième enjeu, c'est qu'il faut qu'il séduise les électeurs d'Aurélien Pradié, alors que sur les thèmes de politique publique, les grands enjeux économiques, régaliens, etc., ils ne sont pas forcément d'accord sur tout. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc ils sont d'accord sur la méthode, la question du renouvellement, échanger les têtes de LR. Et lui peut dire que la différence d'Éric Ciotti, il n'a pas fait partie de tout l'exécutif de LR depuis une dizaine d'années. Le troisième point... Il est président des LR au Sénat quand même. Voilà. C'est pas n'importe qui, Bruno Retailleau. Il n'a pas été dans tous les organigrammes du parti depuis, à différence d'Éric Ciotti. Le troisième point, c'est est-ce que des personnes qui n'ont pas voté au premier tour, avec un élan et une mobilisation plus forte, puissent s'exprimer notamment dans le cadre d'un second tour, donc augmenter le niveau de participation. C'est ça les trois enjeux qu'il doit avoir, et il n'y a pas de ligne claire, ça veut dire, est-ce qu'il doit en même temps conserver sa droite pour éviter qu'une partie de ses électeurs file chez Ciotti, et en même temps parler à sa gauche pour attirer auprès de lui les électeurs d'Aurélien Pradié. Donc c'est un peu la quadrature du cercle, et c'est le grand écart. Cèdre, sur le Figaro.fr, nous dit surtout pas d'alliance avec Emmanuel Macron. Ça tombe bien, ils sont tous d'accord sur cette question.
Les européennes arrivent, enfin elles arrivent, non, pas tout de suite, c'est quand même dans 2 ans, enfin 1 an et demi, c'est en 2024, c'est la prochaine élection. Est-ce que le président sortant, celui qui va l'emporter en tout cas dimanche prochain, entre Bruno Retailleau et Éric Ciotti, est infusible et qu'il saute après les européennes pour l'avènement de Laurent Wauquiez? Ils ont tous l'air d'accord là-dessus. Peut-être pas Bruno Retailleau, il dit pas non, mais bon, lui aussi, il a l'air de sentir que le vent est en faveur de Laurent Wauquiez. Il y a une différence par rapport à 2019, quand Laurent Wauquiez avait perdu son poste suite au mauvais score de LR. C'est que personne ne s'attend à un très bon score de LR en vue des prochaines élections européennes. Ils ne sont pas favoris du prochain scrutin. Non, c'est moins qu'on puisse dire. Il y a un deuxième point qui est intéressant, c'est quelle ligne ils vont adopter vis-à-vis des européennes. La dernière fois, ils avaient pris François-Xavier Bellamy, qui était conservateur sur les sujets de société, pour parler à ce qu'on appelait l'électorat manif pour tous, l'électorat qui avait porté François Fillon à la primaire. Est-ce que cette fois-ci... Ça avait été une erreur. Voilà. Est-ce que si Éric Ciotti est désigné ou Bruno Retailleau, est-ce qu'ils vont faire le même choix et donc de renouveler leur confiance à François-Xavier Bellamy en vue des prochaines élections, alors que vous avez une concurrence de Jordan Bardella, qui sera vraisemblablement désigné tête de liste, et éventuellement Éric Zemmour, voire Marion Maréchal, sur cette ligne-là. C'est-à-dire que cet espace-là est bouché. Est-ce qu'ils ne peuvent pas être tentés, au vu des liens entre Éric Ciotti et Laurent Wauquiez, de désigner quelqu'un qui vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a bénéficié du soutien de Laurent Wauquiez lors du dernier congrès, en la personne de Michel Barnier, pour plutôt davantage parler aux électeurs. Enfin, le problème, c'est que la ligne Pécresse n'a pas non plus fonctionné l'année dernière. Hein. Non, ils ont un véritable problème stratégique, voilà. et c'est ça le véritable enjeu. Ah oui, mais en fait, je vais poser la question simplement. Ouais. Est-ce que les LR sont en train de mourir? Moi, je pense qu'ils ont un avantage par rapport à la dernière élection présidentielle. C'est qu'Emmanuel Macron ne se représente pas. Ne se représente pas. Bon, et donc ça rebat les cartes. J'ai l'impression que c'est l'avantage de tout le monde. C'est l'avantage de tout le monde. Oui. Emmanuel Macron ne se représente pas. Donc vous n'avez pas quelqu'un qui est... De toute façon, par rapport au candidat qui se positionne, vous n'avez pas un candidat très charismatique, capable de parler à la fois à la gauche, à la droite, au centre, et d'avoir tout ça dans la même chapelle. Oui, là, il n'y a pas un Sarkozy qui émerge. Non, vous n'avez pas un Sarkozy qui émerge. Et donc la clé, je pense à votre question, pour savoir si le prochain président des Républicains va sauter, c'est qu'il a 1 an et demi pour désigner la ligne et la stratégie des Républicains en vue des prochaines élections européennes et en vue de la prochaine élection présidentielle. À première vue, Éric Ciotti et Retailleau vont être élus, si l'un des deux est élu, va être élu pour pouvoir tirer la barre tout à droite et à parler aux électeurs d'Éric Zemmour et Marine Le Pen. Mais si vous êtes à la place... Attendez, vous êtes en train de me dire qu'aux européennes en 2019, à droite toute, à la présidentielle en 2022, à gauche peut-être pas, mais oui, si à gauche toute dans l'échiquier LR, et là à nouveau à droite toute, mais enfin ça tangue et forcément on a plus de mal à avancer quand on va pas droit. Hein. Et bien, le problème c'est celui-là, c'est qu'en fait, pour persévérer et pour augmenter un chemin électoral, souvent ce qui se passe, c'est que vous tenez la même ligne et vous espérez que les contextes, les conditions et les Français aient changé d'avis. Là, comme vous avez un revirement constant, c'est le premier point ce qui a porté Éric Ciotti en tête, c'est l'avantage de la clarté. Et donc lui, c'est ce qu'il dit, il dit « moi j'offre de la clarté, ma ligne est claire, etc. » Et donc du coup, il va dessiner un chemin pour les Républicains. Quitte à s'y tenir, je pense que le prochain président des Républicains dira « les européennes est un premier point d'étape, mais ce n'est pas l'important ». Et c'est ce que dit Éric Ciotti dans l'interview que vous avez fait passer. Il dit « moi, mon objectif, c'est l'élection présidentielle de 2027 ». Et donc, je pense que s'il est désigné, il va enjamber la question des européennes et dire c'est pas grave comme élection, c'est une phase de test. Et notre principal objectif est l'élection présidentielle et la victoire de Laurent Wauquiez lors de la prochaine élection. Dites-moi très clairement, William T, est-ce qu'il y a un espace politique pour les Républicains? Je sais qu'Emmanuel Macron ne se représentera pas. Ils ne pensent tous qu'à ça, on le sait, vous l'avez dit vous-même, les européennes, c'est pas très important. Sauf que aujourd'hui, la succession d'Emmanuel Macron semble se trouver à droite, avec Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Édouard Philippe. Visiblement, à l'heure où on se parle, c'est l'un des trois, peut-être qu'ils iront à plusieurs, mais l'un des trois qui devrait assurer la suite, la continuité d'Emmanuel Macron. C'est à droite. Comment trouver un espace entre cette Macronie qui penche à droite et le Rassemblement national, voire Éric Zemmour? Comment trouver un espace? On va y arriver. Est-ce qu'Emmanuel Macron et la Macronie en global est sur une grande dynamique après les résultats des dernières élections législatives qui lui ont donné une majorité relative, mais pas absolue? Ça, c'est le premier élément. Non, donc, du coup, est-ce que la Macronie a de l'avenir après Emmanuel Macron? Est-ce que Emmanuel Macron pourra
obtenir un troisième mandat par procuration pour l'un de ses successeurs. Donc c'est la première question. Ça paraît compliqué, surtout qu'en France, d'habitude, les présidents ne sont pas réélus hors période de cohabitation. Le deuxième point, c'est est-ce que Marine Le Pen ou Éric Zemmour peuvent faire une coalition électorale capable de les emmener à plus de 51%. Et donc moi, je rejoins ce que dit Laurent Wauquiez. Plus de 50, ça suffit. Voilà, 50,1. Je pense que le prochain président se jouera soit sur quelqu'un qui fait la rupture avec Emmanuel Macron, comme Édouard Philippe, mais donc un ancien macroniste qui fait une rupture avec le président de la République, soit ce sera un candidat de droite, soit ce sera Marine Le Pen. Vraisemblablement, à l'heure actuelle, ce sera les trois forces qui pourront émerger en vue de la prochaine élection présidentielle. La deuxième clé que je vois, c'est... Mais alors, attendez, pardon, je vous coupe, mais à force de se battre là, avec des gens qui représentent la droite, et cela pourrait représenter 3 candidats finalement. Allez, disons Édouard Philippe, Laurent Wauquiez, voire 4, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Est-ce que la gauche n'en profiterait pas? La difficulté de la gauche, c'est que le déclin électoral. Oui. C'est le déclin électoral, c'est-à-dire que la gauche, à l'époque, dans le pays, pesait 40-45%. Maintenant, elle en pèse 30%. Et donc, c'est difficile de passer de 30% donc les LR à 51%. misent là-dessus. Et espèrent que, de toute façon, idéologiquement, la gauche n'est pas au niveau. Là, ce n'était pas une question de poids électoral, c'est plutôt une question idéologique. Et donc, les LR ont un espoir. Mais pour revenir sur votre question, sur quelle stratégie il faut aller? Est-ce qu'il faut aller du côté de Marine Le Pen ou du côté d'Éric Zemmour Mais personne ne le sait. Et de l'autre côté, est-ce qu'il faut aller... Moi, je pense qu'on a un des premiers débuts de réponse. Est-ce qu'il est possible, lorsque vous êtes dans l'opposition, d'attirer des électeurs hors système qui ne croient quasiment plus en rien dans la politique, dans la mesure où la politique leur a tant déçu et ils ont quitté LR au fil des années parce que LR ne respectait pas sa parole? Ils vont pas Ou revenir. est-ce qu'il faut plutôt aller de l'autre côté, dans la mesure où Emmanuel Macron n'est pas candidat à sa succession, qu'il n'y a aucun héritier désigné et surtout que ça va créer une bataille d'ego, comme ce qui s'est passé à Paris en 2020 entre Benjamin Griveaux et à l'époque André Villani. Et c'est peut-être là où il y a un chemin électoral. Cédric Villani, pardon. Et c'est là où il y a peut-être un chemin électoral parce que quand on reprend... donc vous me dites... Il faut plutôt se rapprocher d'Emmanuel Macron. Quand on prend le chemin de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'il propose la coalition avec LR, est-ce que vous avez plus de chances de convaincre des électeurs de droite radicale quand vous êtes au pouvoir pour joindre les paroles ou les actes, ou est-ce que dans l'opposition, vous êtes assez crédible pour attirer cette partie électorale? C'est la première question qui se pose. Deuxième point, c'est si par cas, Bruno Retailleau, Éric Ciotti, et donc du coup le candidat putatif qui doit être désigné Laurent Wauquiez veut aller à droite toute, il ne faudra pas faire de changement. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas aller au centre aux européennes en désignant Barnier, puis ensuite en allant à droite toute en vue de la prochaine élection présidentielle. Ça n'a aucun sens. Il faut suivre un chemin qui est constant. Et après, il faut miser sur le fait que les électeurs se lassent de Marine Le Pen pour ensuite après récupérer les électeurs en se disant les électeurs en ont marre, ils veulent gagner et ils n'ont aucune chance de victoire avec Marine Le Pen. C'est la deuxième possibilité. Et je pense qu'il faut choisir une voie. Et ensuite, après, vous ne bougez plus. Bon, laquelle? Dites-moi, selon vous, laquelle? À l'heure actuelle, au vu de leurs forces, etc., pencher vers Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui apparaît donc, comme ligne Sarkozy, sauf que si vous étiez conseiller des Républicains, vous leur conseillerez ce choix. Mais je suis au regret de vous dire que Bruno Retailleau et Éric Ciotti ne semblent pas sur cette ligne. Et que, d'ailleurs, c'est ce que me dit Cèdre à nouveau, jamais Philippe, jamais Darmanin, jamais Le Maire des traîtres. Et je crois que tout le monde à droite s'accorde plutôt sur cette question. Donc, je ne suis pas certain que votre proposition soit écoutée par les LR. Merci beaucoup, William T, président du think tank Le Millénaire. Évidemment, vous revenez quand vous voulez. Merci de nous avoir suivis. Vous restez sur lefigaro.fr parce que vous pouvez retrouver toutes les informations, un portrait de Bruno Retailleau, un portrait d'Éric Ciotti, les enjeux de ce second tour. Il y a une semaine de campagne. Nous serons là le week-end prochain, évidemment, pour vous faire vivre ce deuxième tour, savoir qui devient président des Républicains. Et on suit ça toute la semaine. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur le Figaro Live.